En ce dimanche, en cette belle Académie du climat qui nous reçoit pour cette deuxième journée de la 5e édition du Week-end des possibles du Nouvel Obs. Vous savez que nous sommes très contents. Ça fait la 3e année que nous le faisons ici, dans cet endroit central où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de réflexions, où il y a beaucoup d'associations, où c'est un des endroits stratégiques pour reconquérir le pouvoir. Que dis-je? Pour conquérir le pouvoir, parce que c'est pas comme si on l'avait jamais eu. Et nous allons commencer ce premier échange avec une question, d'une manière particulière d'initier un récit, puisque le récit écologique, c'est une chose importante. Je crois qu'Alessandro, ça vous énerve beaucoup quand on parle de récit écologique, alors du coup, on en parlera. Euh, qui est la manière dessinée, la bande dessinée. Est-ce que les dessins, la mise en scène de la bande dessinée permettent de dire des choses plus facilement, peut-être différemment, de faire passer un autre message, y compris pour des pensées très ambitieuses, voire radicales? Et bien justement, c'est ce dont nous allons parler. Pour vous en parler avec vous, j'ai le plaisir de vous accueillir Alessandro Pignocchi. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez été... Est-ce que votre micro est allumé? Oui, Oui, il marche. Bon, je vais me rapprocher de vous, j'ai l'impression d'être hyper loin. Vous avez été chercheur en sciences cognitives et en philosophie de l'art. Vous êtes un des penseurs de l'écologie français aujourd'hui. Depuis quelques années, vous avez publié des ouvrages qui, justement, mêlent des écrits très sérieux du concept de la pensée avec des bandes dessinées en aquarelle, qui a une particularité, c'est que vous travaillez beaucoup à l'aquarelle. En 2022, vous avez publié la formidable, je dis formidable parce que je l'ai offert à ma mère à Noël, Ethnographie des mondes à venir, avec l'immense anthropologue Philippe Descola. C'était au Seuil. Et cette année, vous publiez encore au Seuil Perspectives terrestres, sous-titré Scénario pour une émancipation écologiste. Donc les deux, je précise, se trouvent dans le petit coin librairie qui est à notre droite et donc à votre gauche. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Noël Mamère. Noël, merci d'être avec nous. Vous êtes venu depuis Bègle. Aujourd'hui, il y a un match de rugby, c'est ça, hein? Non, il est passé, c'est fini? C'est la 3e mi-temps aujourd'hui. Ah, ça y est. Bon. Nous sommes champions d'Europe. Ça y est, c'est vrai? Bravo. Vous y êtes un peu pour quelque chose, je pense. Oui, un petit peu, parce que je ne vais pas raconter l'histoire du club de rugby de Bègle qui date de 1907, mais le club de rugby de Bègle, c'était le club des prolos, et le Stade Bordelais, c'était le club des bourgeois. Et il y avait un antagonisme séculaire entre les deux équipes jusqu'au jour où le rugby est passé professionnel et où ni l'une ni l'autre n'avait la capacité seule d'accéder à ce qu'on appelle aujourd'hui le top 14. Donc il a fallu que, à la fois, il y ait des gens intelligents dans le management des deux clubs pour dépasser les chauvinismes, et deux maires, l'un qui s'appelait Alain Juppé et l'autre moi-même, pour dire, qui n'étaient pas du même bord politique, mais pour expliquer qu'il fallait dépasser ces antagonismes et créer une entité commune qui s'appelait l'UBB. Et 20 ans après, nous sommes champions d'Europe. Bravo, bravo. Quel symbole sportif pour commencer cette journée, si seulement c'était... Et le centre d'entraînement est resté à Bègle. Nous n'avons pas été dépouillés. Important, n'avait pas été décentralisé dans ces contrées lointaines que sont Bordeaux. Alors bon, vous avez été journaliste à Antenne 2, les gens les plus mûrs de cette assemblée s'en souviennent, j'en fais partie. Vous avez été donc maire de Bègle jusqu'en 2017, et puis vous êtes surtout connu pour avoir représenté les Verts à la présidentielle de 2002, avec un score de 5,25, qui n'a jamais été égalé à ce jour. Hélas, pourrait-on dire, effectivement. Et vous êtes donc le co-auteur, si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes le co-auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Les Terrestres, donc il y a Perspectives terrestres et Les Terrestres, à ne pas confondre, qu'on trouve aussi dans le petit coin librairie, ou alors peut-être on peut les confondre en les achetant tous les deux, qui a été édité en 2020 et qui vient de ressortir aux éditions du Faubourg, avec au dessin Raphaël Macaron. Ma première question va s'adresser à vous, Alessandro. Vous êtes, je l'ai dit, un homme double. Vous êtes à la fois un penseur, quelqu'un qui crée du concept, et de l'autre un dessinateur. Et vous êtes surtout un dessinateur de la nature. Vous représentez beaucoup et vous avez des personnages. Alors, il y en a plein, mais vous avez une particularité souvent. Quand on cherche Alessandro Pignocchi comme ça sur Internet, on trouve vos dessins de petits oiseaux. Qui sont des petits oiseaux, alors dessinés de manière très réaliste. Hein, on se croirait vraiment dans un atlas animalier, mais ils disent des choses assez marrantes. Ils disent des choses de l'humour. Quel est le rôle du dessin, justement, et de l'humour dans votre livre qui s'appelle Perspectives terrestres et qui est sérieux, qui est très sérieux, pour le coup?
Peut-être dans votre réflexion d'ailleurs aussi. Ouais, je sais pas, il y a pas, en tout cas, c'est pas une pensée stratégique à la base. J'ai pas décidé qu'il fallait utiliser de la BD pour une visée stratégique quelconque. C'est qu'on fait ce qu'on peut, quoi. Je dessinais des oiseaux quand j'étais petit. Du coup, on recycle ces savoir-faire comme on peut. Effectivement, il y a ces deux personnages de Mésange, dont une qui est fascinée par l'émeute, qui a un rapport à la politique basé vraiment exclusivement sur les affects et qui reconnaît quelque chose qui n'est pas toujours reconnu dans le monde militant, c'est-à-dire qu'elle va d'abord chercher de l'adrénaline dans l'engagement et que le reste lui importe peu, et elle parle avec une autre Mésange, la Mésange à Lonqueux, qui elle est une social-démocrate déçue, quoi, qui se cherche comme beaucoup aujourd'hui. Et maintenant, le rôle du dessin, c'est vrai que dans le dernier, ça allège un peu, quoi, et c'est pas tant pour parler à plus de gens, peut-être que le mérite stratégique que j'y trouve a posteriori, c'est plus dans notre camp, dans le monde militant, qui est lui aussi traversé d'antagonismes assez vigoureux, comme tous les milieux. Souvent, on déteste plus son voisin que son ennemi réel. La BD allège un petit peu le propos et me permet de parler à beaucoup plus de gens, sans doute que si je n'avais pas les BD, il y a certaines branches du monde militant où je serais beaucoup plus mal reçu, étant donné ce que je raconte. La BD, ça donne un côté un peu inoffensif, gentil, naïf, qui permet de continuer à parler à un plus grand spectre de personnes, sans doute, quoi. Il y a un moment dans Perspective terrestre où il y a deux oiseaux qui parlent de vous, et donc c'est vous qui parlez de vous-même. Il y en a un qui dit il y croit à son truc, tu penses, et l'autre répond ça m'étonnerait, il n'est pas si con. Mais ce qui compte, c'est la troisième bulle qui dit mais bon, beaucoup de choses peuvent arriver auxquelles personne ne croyait. Voilà, on a l'impression que vous avez glissé, avec une petite blague, vous avez glissé quelle est votre ambition à travers ce livre. Vous cherchez quoi, Noël? Vos lunettes, elles ne sont pas là devant? Non, c'est les miennes. C'est pas les vôtres? Je ne peux pas vous prêter les miennes, malheureusement. Moi, je peux te prêter les miennes, je sais pas si ça marche. Mais c'est-à-dire que par les temps qui courent, on se sent un peu ridicule de proposer des scénarios écologistes, de dire comment on va infléchir la trajectoire des choses grâce aux luttes territoriales. Il y a un moment, vu la direction que prend le monde et vu l'ampleur des forces qui sont contre nous, on a vraiment une impression d'être à la fois dérisoire et ridicule. Donc pouvoir prendre un petit pas de recul comme ça, ça permet de se sentir un peu moins con. Effectivement, ce que dit la Mésange, j'y crois un petit peu. C'est-à-dire que là, si vous me posiez la question, évidemment, je vous dirais je ne crois absolument pas au scénario optimiste que je dessine, mais il y a sans doute énormément d'événements dans l'histoire qui se sont produits alors que personne ne les attendait. Et donc, finalement, nos intuitions sur ce qui est crédible ou pas sont de peu d'importance. Il faut faire comme si. Il faut faire comme si on y... Sinon, vous pouvez pas, de toute façon, vous ne pouvez pas finir le livre. Si vous vous dites au milieu du livre, à quoi bon, de toute façon, personne n'écoute. C'est aussi pour ça que, comme je te disais, c'est bien sans doute de donner la parole assez vite à la salle. Moi, c'est ce que je fais maintenant, parce qu'on n'arrête pas de parler de mise en réseau, de solidarité territoriale, etc. C'est dur de faire ça de façon purement descendante en faisant un exposé. C'est non, ça va être une discussion. agréable que ça prenne rapidement. Dans un premier temps, on va poser justement les arguments de votre livre qui sont des arguments assez pointus, assez profonds. Et après, la salle, effectivement, il est tout à fait prévu qu'elle réagisse, qu'elle dise des choses, qu'elle pose des questions. Il n'y a pas de problème. Pour vous, Noël, justement, vous venez donc vous venez de ressortir une BD qui s'appelle Les Terrestres avec Raphaël Macaron. C'est une suite de reportages à travers la France, à la rencontre de celles et ceux qui vivent autrement. Alors, il y a notamment les Zadistes de Notre-Dame-des-Landes, voilà. Pourquoi la BD plutôt qu'un livre classique? Pourquoi vous avez choisi ce... C'est pas moi qui ai eu l'idée d'une BD, c'est l'éditrice, Sophie Caillat, qui était par ailleurs assez troublée par la question de l'effondrement, donc une assez forte éco-anxiété, et qui venait de créer sa maison d'édition et qui avait l'intention de parler de ces questions que vient d'évoquer Alessandro à travers la bande dessinée. Donc elle me connaissait, elle m'a dit vous connaissez bien ces sujets, est-ce que ça vous intéresserait de faire une bande dessinée? Donc comme tous les journalistes, je suis intéressé par tout ce qu'on me propose, ou en tout cas je regarde avec attention, y compris des choses que je ne connais pas. Et donc je trouvais que l'expérience était intéressante, mais il fallait trouver un ou une dessinatrice qui soit capable, pas simplement d'accompagner les reportages que j'allais faire, et j'ai choisi 5 endroits différents, 5 angles différents comme un journaliste, mais quelqu'un qui apporte sa personnalité et son regard. Et nous avons eu beaucoup de chance, puisqu'elle a trouvé Raphaël Macaron, qui a beaucoup de talent de dessinatrice, mais qui avait un avantage par rapport à moi, c'est qu'elle a un petit peu plus de 35 ans, qu'elle est libanaise,
qu'elle sait ce que veut dire le mot guerre, par exemple, et qu'elle n'utilisera jamais ce mot pour définir notre combat contre le dérèglement climatique, parce que les mots ont un sens, mais on dit que les mots n'ont pas de sens, mais qu'ils n'ont que des usages. Regardez ce qu'on en fait aujourd'hui dans un monde qui est devenu quasiment orwellien. Mais Raphaël m'a donc accompagné. On restait pendant au moins 48 heures dans chacun des endroits où nous allions. Et donc, elle venait du Liban, elle sait ce que c'est que la guerre, mais elle n'était pas du tout concernée au sens militant du terme par la question écologique. Elle a découvert beaucoup de choses. Et donc, c'était très intéressant puisqu'il y avait le regard d'un vieil écolo comme moi et de cette jeune femme. Vous ne connaissez pas d'ailleurs, elle est surprise de votre notoriété en France. Oui. Elle est si connue que ça et ses copines disent... On avait rendez-vous dans un bistrot Place de la République et je l'ai vue arriver avec son smartphone. Il y avait ma photo sur le smartphone, donc elle me cherchait pour savoir qui j'étais. Et ça s'est très bien passé. Et ce qui est intéressant dans le récit que nous avons écrit ensemble, produit ensemble, c'est le fait qu'elle se met en question et qu'on la voit évoluer au fur et à mesure de nos reportages, comment elle prend conscience de la question écolo et comment elle finit par comprendre que cette propagande que l'on a assénée contre des gens comme Pablo Servigne, qui est d'ailleurs invité, qui fait l'objet d'une interview un des grands vulgarisateurs de la collapsologie en France. Comment tout peut s'effondrer, qu'il a écrit avec Raphaël Stevens, et qui ne dit pas que le monde va s'effondrer le 42 juillet 2044 à 10h20, mais qui parle de la fin d'un monde. Et Raphaël, régulièrement, elle le met très bien en scène, me dit « Dis Noël, c'est quand la fin du monde ?» Et je lui répète à chaque fois « Non, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. » Et on voit ses questionnements, ses colères, ses peurs, et puis petit à petit, comment elle intègre cette question et comment elle ressort de cette expérience, disons, un peu plus forte. Et c'était ça, quand même. Un petit moment d'angoisse, quand même, il faut bien préciser. Pourquoi une BD ? Elle a du mal à dormir à un moment. Pourquoi une BD ? Je serais un petit peu, je dirais, comme Alessandro, la BD, ça adoucit, mais ça élargit en même temps le public. Et donc, ça permet de toucher, en effet, un public, à condition qu'on ne soit pas didactique. Je crois que c'est très... C'est péjoratif, didactique, vous trouvez ? Non, mais l'écologie, vous le voyez bien en ce moment, est victime d'un backlash absolument terrible. Donc, la question écologique a tellement d'implications dans nos modes de vie, dans notre relation aux autres et dans notre relation au monde des vivants, que lorsqu'il s'agit de le mettre en œuvre, ça fait très peur. Et on a beaucoup d'hésitation. Donc, il ne faut pas être là comme des donneurs de leçons. L'écologie, ce n'est pas une morale, c'est un projet politique, c'est un projet philosophique. Donc, il faut essayer de garder le champ ouvert. Je terminerai en disant que vous disiez tout à l'heure, pas de confusion. Moi, je serais très content qu'on confonde, puisque le titre que j'ai donné à cette BD, c'est Les Terrestres. Et le titre de la dernière BD d'Alessandro, c'est Perspectives terrestres. Pourquoi je l'ai appelé Les Terrestres ? Pour une raison très simple, c'est une référence explicite à Bruno Latour et à son livre Où atterrir ? Bruno Latour qui dit que nous habitons la Terre comme des terriens et que nous devrions l'habiter comme des terrestres, tenant compte de notre entourage. Notre entourage, c'est le monde des vivants, les autres qu'humains, comme dirait Corinne Pelluchon. Écoutez, vous me faites une transition parfaite avec justement le livre Perspectives terrestres de Alessandro Pignocchi. Alessandro, votre livre, il faut le préciser, il est grand public, il est relativement facile à lire, mais il est ambitieux d'un point de vue un peu intellectuel, conceptuel. Et vous dites l'un des scénarios d'émancipation écologique, donc on parle vraiment de changer de civilisation, c'est de se réapproprier cette notion qui est le local. Ça, c'est vraiment le côté territorial, autonome et territorial. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il y a plein de façons de répondre. Disons, il y a deux voies distinctes qui convergent vers la nécessité d'une conception renouvelée du local. La première, c'est une hypothèse sur les affects et les désirs, les peurs qui traversent et qui travaillent notre époque. Et le constat qu'on a face à nous, que les projets politiques contre lesquels on essaye de lutter, que ce soit... ils sont deux et ils sont en continuité l'un de l'autre. C'est
le durcissement du capitalisme en libéralisme autoritaire et version macroniste et son prolongement fasciste, qui sont en fait un même projet, mais dans un cas comme dans l'autre, ils captent de façon extrêmement puissante un certain nombre d'affects humains, quoi. Ils vont vraiment piocher dans l'humus pulsionnel humain d'une façon très efficace. Donc le capitalisme, on sait, on dit qu'il nous tient par les corps, hein, par des sucres rapides, un désir de consommation, d'un certain bien-être matériel, des possibilités de bouffer narcissique dans un contexte compétitif quand on se sent triompher sur son rival. Le durcissement fasciste quand les affects du capitalisme ne suffisent plus à tenir les populations en place parce que les mécontentements sont un peu trop... Enfin, la crise du capitalisme crée des mécontentements que les dispositifs internes du capitalisme ne parviennent plus à gérer. Le capitalisme se durcit en fascisme, c'est un processus historique qu'on connaît malheureusement et qui est en train de se reproduire avec une déconcertante similarité. Et le fascisme rajoute un autre affect extrêmement puissant qui est le plaisir un peu malsain qu'on retire du spectacle de voir les minorités se faire martyriser, quoi. En gros, on constitue une minorité, on lui attribue un statut menaçant, donc à une époque le juif, aujourd'hui le musulman et dans une certaine mesure l'écologiste, les féministes, LGBT, les woke, ce qu'on appelle les woke. Exactement. Et on prétend que cette minorité est menaçante et ensuite on la défonce. Et ça, pour le coup, c'est un affect humain. Si l'esprit humain était conçu différemment, ça se passerait mieux, mais ça, les sciences cognitives le confirment, ça se met en place très tôt dans le développement. Ça ne marche pas à 6 mois, mais à 9 mois, les bébés tirent déjà du plaisir, vraiment un plaisir intense à voir une peluche qui n'a pas manifesté les mêmes goûts que lui ou elle se prendre des bastonnades. Enfin, il y a vraiment Et on n'est pas du tout indemne, hein. C'est très facile dans nos milieux. On a tendance à regarder plusieurs fois d'affilée les vidéos, par exemple, d'un CRS qui se prend un Vélib sur le casque pendant une manif de gilets jaunes. Dans le camp d'en face, les lecteurs du Figaro regarderont des manifestants se prendre des flashballs dans la tronche. Mais en tout cas, il y a cet affect-là. Et le pouvoir fasciste se base sur cette joie-là. En gros, implicitement, il vous dit on ne va pas tellement améliorer votre condition économique, mais par contre, vous aurez cette consolation-là. On va en foutre plein la gueule à ceux qu'on vous a appris à détester, quoi. Est-ce qu'on peut parler du local, du coup? On reste sur l'affect, mais vous souhaitez... C'est que face à des projets qui captent aussi puissamment les affects humains, on doit être capable de répondre sur le terrain des affects. Il faut continuer à critiquer rationnellement, à montrer les faiblesses intellectuelles de ces projets-là, mais on ne peut pas construire un projet politique qui se basera que là-dessus. Et donc, il faut quelque chose qui saisisse les désirs, les pulsions, les affects d'une façon efficace. Et ce n'est pas facile de trouver quelque chose à ériger en face. Et donc, l'hypothèse que je propose, que je ne suis pas le seul à proposer, mais c'est de dire, bon, il y a l'anthropologie, l'archéologie nous dit que dans l'histoire de l'humanité, depuis des centaines de milliers d'années, les attachements au-delà de l'humain, aux territoires nourriciers et aux vivants non humains, plantes, animaux et milieux de vie considérés comme des partenaires affectifs, ces attaches-là ont été fondatrices, ont vraiment contribué à façonner ce qui nous fait des humains. Et il se trouve que depuis quelques siècles, 2 siècles en particulier, la modernité a effacé ces possibilités affectives. Elle les a reléguées comme des obscurantismes qui freinent la mise en place le déploiement d'un progrès complètement déterritorialisé qui crée des individus qui suivent leurs désirs mais sans aucune attache. Et l'ensemble des attaches affectives au territoire ont été rejetées du côté réactionnaire. Et donc l'idée, c'est de se dire, bon, des affects qui sont si fondamentaux, qui constituent un nutriment si fondamental pour l'esprit humain et qui ont été si parfaitement effacés dans les 2 derniers siècles, un projet politique qui propose de rouvrir cette trappe, de libérer, de créer les possibilités institutionnelles, de rééprouver ces désirs-là, ces joies-là dont on a été si totalement dépossédé qu'on ne sait même plus qu'elles existent, quoi. Là, il y a une puissance politique potentielle, il y a une puissance désirante capable peut-être de rivaliser avec les projets réactionnaires. Et la manière de rééprouver ces affects-là, c'est de se réapproprier, de reconstruire des forces politiques et matérielles sur les territoires. C'est la seule façon de se sentir lié et de rouvrir ces possibilités désirantes-là, quoi. Des territoires donc autonomes qui édifient leurs propres normes. Ça, on est d'accord. Dans la mesure du possible. Donc après, l'hypothèse, une fois posée, cette hypothèse-là en termes d'affect, l'hypothèse concrète politique, il faut la confronter à notre situation politique réelle et qu'est-ce qui est possible. Et donc, j'explore évidemment une multitude de voies par lesquelles on peut reprendre un petit peu la main, libérer quelques marges de manœuvre sur les territoires et se sentir à nouveau attaché à des lieux par la constitution de réseaux d'autonomie alimentaire notamment, mais pas seulement. Et
une des originalités de la proposition, c'est de prendre très au sérieux l'objection de toute une partie de la gauche marxiste qui dit, bon, vos histoires de territoire autonome, c'est mignon, mais c'est un entre-soi, ça n'est pas à la hauteur des défis de l'époque. Et je montre que un État qui est contraint de cohabiter avec des formes d'autonomie territoriale. Vous imaginez une cohabitation entre l'État, c'est pas la rupture que... Non, ça fonctionne s'il y a une circulation permanente des individus, des connaissances, des objets entre eux. C'est pas du tout, on se retire pas du monde dans un entre-soi militant. Et là encore, j'en appelle à l'archéologie et à l'anthropologie pour dire cette situation de cohabitation entre des structures étatiques et des territoires qui s'organisent avec des normes indépendantes d'elles, ça a été la règle dans l'histoire de l'humanité. Ça fait encore une fois, c'est très récent que les États-nations aient constitué une forme d'hégémonie et encore imparfaite. Il y a encore des territoires qui leur échappent. Et du coup, des situations de cohabitation avec des mouvements de population incessants entre des structures étatiques et des territoires autonomes, ça a été la règle depuis 40 000 ans, et il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas, dans une certaine mesure, être réinstitué. Vous imaginez qu'en fait, si j'ai bien compris, il puisse y avoir ce que vous appelez des oscillations, c'est-à-dire qu'on vivrait classiquement comme on vit dans nos centres-villes avec les transports et la consommation, etc. Et puis, quelques mois dans l'année, on choisirait d'aller éventuellement vivre dans une communauté, en woofing, en autre chose, etc. S'il ne s'agit pas de tout bazarder. C'est une possibilité pour répondre notamment à la question de la métropole. C'est de dire, oui, on ne va pas démétropoliser tout de suite, de même qu'on ne va pas sans doute malheureusement renverser le capitalisme et l'État-nation d'un coup. Il faut renouer avec des formes de gradualisme qui ne tombent pas dans les écueils des anciens gradualismes qui ne fonctionnent plus. Et l'oscillation saisonnière est effectivement une réponse à ça. Et là encore, il s'agit de renouer avec un phénomène qui a été extrêmement fréquent. Les populations humaines, dans une très grande majorité d'entre elles, pendant des centaines de milliers d'années, ont oscillé entre des manières de subvenir à leurs besoins et des formes politiques contrastées. Et là encore, on peut imaginer que ce mode de vie-là, au cours d'une même année, où on se partage entre des différentes façons d'habiter le monde, est plus conforme à nos esprits, à notre constitution psychique et affective, que les vies beaucoup plus uniformes que beaucoup d'entre nous sont contraints de mener sous le capitalisme industriel. Qu'est-ce que vous en pensez, Noël Mamère, de ça? Parce que vous qui avez été maire d'une ville pendant 30 ans... C'est pas tellement le point de vue du maire qui compte ici. Non, mais c'est pour dire que vous êtes aux prises avec les vrais gens, la vraie réalité de tous les jours du quotidien. Certes, mais d'abord, c'est d'abord l'écologiste qui répond. Parce que la philosophie de l'écologie, tous ces grands auteurs, qu'il s'agisse de Illich, qu'il s'agisse de Ellul, de Charbonneau, de Murray Bookchin, et son municipalisme libertaire, toute cette pensée, c'est une pensée qui est centrée sur ce qu'un auteur autrichien a précédé celui qui a inventé le small is beautiful, c'est-à-dire que la pensée écolo, elle s'applique à des sociétés humaines qui sont à dimension réduite. Et c'est là que se créent les laboratoires dans lesquels on peut essayer de construire un monde qui nous permet de l'habiter autrement que sous les injonctions du capitalisme, des réseaux sociaux et de ce que l'on appelle aujourd'hui, dans certains milieux, le techno-césarisme ou le technofascisme. Parce que c'est à ça que nous avons affaire. De ce point de vue, l'ancien élève d'Ellul regarde avec un œil particulièrement critique ce qui est en train de se développer, puisque c'est la victoire, d'une certaine manière, l'aboutissement de ce qu'Ellul avait écrit en 1954, La technique ou l'enjeu du siècle, nous expliquant que le progrès humain n'est pas forcément lié au progrès technique et quand on ne contrôle pas démocratiquement la technique, alors elle s'autonomise et elle soumet nos libertés, elle les restreint. C'est exactement ce qui est en train de s'appliquer, ce mariage obscène entre les tenants du numérique, cette oligarchie, et le capitalisme mercantiliste et corrompu de Trump et de quelques autres. Deuxième aspect invoqué par Alessandro qui me paraît très important, c'est la question des attachements. Il y a un auteur français qui est très intéressant qui s'appelle Charles Stepanov, qui a beaucoup écrit sur la question des attachements. Et en fait, le capitalisme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est battu avec une férocité, une très grande brutalité pour justement couper l'espèce humaine, les humains, de leurs attachements, à la fois entre eux. Alors, on pourrait revenir à l'histoire et regarder
tout ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays depuis le XVIIIe siècle, où, par exemple, les paysans étaient habitués à travailler dans les communaux. Hein, c'est l'histoire des encloseurs, mais on pourrait célébrer, regarder d'autres périodes historiques où justement ce capitalisme s'est attaché à couper ses attachements, que ce soit des attachements solidaires, économiques, des attachements affectifs. Et je pense que Alessandro a bien raison de parler de la question des affects, parce que c'est exactement ce qu'on essaie de faire disparaître, au point d'ailleurs que revendiquer des attachements et revendiquer de l'affect dans le militantisme politique et dans l'action politique, dans l'espace public, c'est devenu quasiment subversif. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal de voir comment le capitalisme s'est attaché à rayer les attachements de la carte, les affects, mais comment de l'autre côté, et c'est ça le paradoxe, avec les réseaux sociaux, on se met en spectacle. C'est tout ce que nous expliquait le sociologue américain Christopher Lasch dans les années 70 sur la culture du narcissisme. On est d'un côté, on veut supprimer nos affects, mais de l'autre côté, les réseaux sociaux, les influenceurs, c'est regardez comme je suis beau, regardez comme je suis belle, et tout ça est évidemment mis en spectacle et complètement filtré, puisqu'il ne s'agit pas, on nous fait croire qu'on communique mieux parce qu'on a un smartphone, mais c'est l'histoire de la nana qui, après l'ouragan qui a dévasté New York, il y a je ne sais pas combien de millions d'habitants à New York, qui a son smartphone, mais il y a pratiquement plus de... son videur est pratiquement vidé. Elle dit « Je suis perdue, il n'y a personne autour de moi. » Il y avait 1,5 million de gens autour d'elle. Elle était paumée parce qu'elle ne pouvait plus téléphoner. C'est ça aussi, cette espèce d'isolement dans lequel on essaie de nous placer les uns les autres pour couper justement tous ces attachements qui font société. Et dernière chose, Alessandro a évoqué la critique de la gauche marxiste qui s'est toujours moquée de nous. Il ne faut quand même pas oublier, moi j'appartiens à cette génération d'écolos qui étaient montrés du doigt comme des néoconservateurs face à l'impérium de la pensée marxiste sur la société dans les années 70. Je disais, le retour à la campagne, c'est à l'ancienne. Organisé à Bordeaux avec Ellul des conférences, des réunions sur la technique de propagande et sur la ressemblance entre la technique de propagande nazie et celle des soviétiques, mais c'était très compliqué, dans une salle comme celle-ci, de l'expliquer. Et donc, c'est vrai que ce qui fait la force et la faiblesse de la pensée écolo, c'est que justement, elle est adaptée à la dimension humaine et qu'elle n'est pas simplement du repli sur soi, puisque, comme l'a très bien expliqué Alessandro, le principe du capitalisme, c'est de nous inventer des ennemis, des boucs émissaires. Donc, il parlait du musulman, du juif, du rome, journaliste, des fois du journaliste. Du journaliste, de l'écolo aujourd'hui. Et vous remarquerez d'ailleurs que le bouc émissaire, c'est jamais celui d'en dessus. Hein, c'est un phénomène mécanique. On regarde toujours celui qui vit en dessous de nous en disant que c'est un profiteur. C'est comme ça que vous avez des hommes politiques qui vous expliquent que le RSA, c'est le cancer, par exemple, ou d'autres qui vous parlent d'immigrationnisme. Vous voyez comment ces mots ont colonisé le personnel politique venu d'une certaine famille politique. Je dis tout ça parce que on est en ce moment dans une situation quand même qui est assez pourrie, hein, où l'air est très vicié. Et moi, je suis comme Alessandro, je pense que ces initiatives qui sont menées ici ou là, c'est ce que j'ai fait avec ma BD, elles n'auront de sens, elles ne feront société que si elles ne restent pas dans l'entre-soi. Et que si elles engagent dans la société une confrontation idéologique. Et c'est maintenant elle ne pourra avoir lieu cette confrontation que si effectivement il y a des maires, il y a des institutions locales qui participent et qui permettent à ces expérimentations, à ces autres manières d'habiter le monde, de devenir acceptables par l'ensemble de la société. Et ultime chose, la métropolisation. Je l'ai vécu, la communauté urbaine de Bordeaux s'appelle maintenant la métropole. Ça a été très bien pour ceux qui habitent la métropole, mais ça a complètement siphonné ce qu'en termes pédants on appelle l'interland. Vous
Moi, je suis de Libourne. À côté de Libourne, il y a Sainte-Foy-la-Grande, il y a Castillon. C'est ce que le sociologue Hervé Lebras appelle la diagonale du vide. Maintenant, ce sont des vides qui se sont complètement vidés parce qu'elles ont été complètement siphonnées par la logique de la métropole. Et donc, c'est ces lieux-là qu'il faut faire revivre aussi. Bordeaux était une ville tranquille. C'est la ville qui, pendant les Gilets jaunes, a eu le plus de manifestations. D'où ils venaient, les gars? De Sainte-Foy-la-Grande, de Castillon, de La Réole, qui sont aujourd'hui des endroits qui sont complètement vidés de leur substance. Donc, c'est redonner de la substance à ces territoires. J'aime pas beaucoup cette expression territoire parce que tout le monde l'emploie n'importe comment maintenant. Mais c'est ça, c'est comment redonner vie à ce qui est le noyau d'une société, là où justement les rapports humains et les attachements peuvent vivre. Alessandro, justement, ce rapport entre les initiatives locales, autonomes et les institutions, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, vous, qui vous intéresse en termes de stratégie aussi? C'est le point central du livre, quasiment. C'est comment on pense le pouvoir transformateur d'initiatives locales, même d'une puissance relativement modeste, sur les possibilités de reprise en main de grandes institutions étatiques dont on a été dépossédé aussi. Par exemple, la sécurité sociale, la constitution d'une sécurité sociale de l'alimentation, des choses comme ça, la manière dont des reprises en main territorialisées. Pour enfoncer le clou par rapport à ce que disait Noël, c'est que le capitalisme, pour fonctionner, il a besoin certes d'un marché du travail, mais il a avant tout besoin d'une population pour l'alimenter, c'est-à-dire de prolétaires, c'est-à-dire de personnes qui sont contraints de vendre leur force de travail pour survivre et donc qui ont été dépossédés de l'ensemble de leur attachement matériel et affectif au territoire. Et du coup, reconstituer des forces matérielles qui nous émancipent du marché, c'est aujourd'hui alors que l'utopie industrialiste, socialiste, n'est plus viable non plus, on reprend les problèmes à la base, c'est-à-dire que reconstruire des formes d'autonomie, notamment matérielles, c'est le premier point pour s'émanciper un tout petit peu sinon on est maintenu dans une impuissance, un espèce de cercle vicieux. On propose d'affaiblir des institutions comme le marché, dont on est vitalement dépendant pour chaque recoin de notre existence. Donc retrouver un tout petit peu d'autonomie matérielle, à minima pour se nourrir, mais idéalement pour se soigner, se vêtir, se loger, grâce à des réseaux de solidarité territorialisés vis-à-vis du marché, c'est le point de départ fondamental. Et évidemment, toute la question est comment ces initiatives relativement localisées deviennent une force politique globale. Et voilà, je décris un certain nombre de voies dans le livre par lesquelles elles peuvent le faire. Et peut-être, avant de donner la parole à la salle, l'intérêt, un des intérêts, c'est que pour le coup, toi, contrairement à moi, as connu les institutions de pouvoir de l'intérieur, et que là, c'est pour le coup, ces initiatives territorialisées, évidemment, contrairement à ce qui a pu être possible à d'autres époques, ne vont pas pouvoir tenir sur la seule base de leur puissance militaire, qu'on ne va pas créer des ZAD partout en résistant militairement à l'État français. On voit bien que le rapport de force est quelque peu déséquilibré. On n'a pas de zone comme au Chiapas pour se cacher dans la forêt. Et du coup, ça ne peut passer que par des alliances verticales entre ces initiatives territorialisées et des structures instituées de pouvoir qui peuvent à minima les protéger, à minima faire un peu rempart contre la violence d'État. Et donc, ces alliances-là vont se trouver, alors non pas certainement avec les plus hautes sphères du pouvoir politique, puisque vraiment là, ça opère comme des tamis à sociopathes, et puis suivi de cellules de radicalisation. Tamis à sociopathes. Là, il n'y a aucune chance de trouver des alliances, mais par contre, il y a toute une bande, une zone grise très épaisse entre le sommet du pouvoir et les luttes sociales, où on peut imaginer que dans les temps qui viennent, il y a de plus en plus de personnes, d'individus qui vont se sentir pas très bien. Et ça commence, c'est-à-dire des gens qui continuent à se dire non mais on continue à être fidèle à l'état de droit, c'est quand même mieux que le fascisme, machin. Et là, vu le durcissement fasciste au-dessus d'eux et le désintérêt, le mépris pour la crise écologique, des hauts fonctionnaires, des maires évidemment, des présidents de communautés de communes, éventuellement des personnalités à responsabilité dans les entreprises, qui, ne serait-ce que parce qu'elles en peuvent plus de se faire engueuler par leurs adolescents à chaque repas du soir, vont être enclines à sortir des courroies classiques de la démocratie représentative pour soutenir au moins protéger des initiatives territorialisées. Là, l'exemple que je donnais avant qu'on rentre, dont on vient de me parler, qui est marrant, c'est
Il y a un squat historique à Turin où je suis allé faire une présentation il n'y a pas longtemps, la Scatasuna, qui fait vraiment partie de la vie sociale et culturelle de Turin, qui était régulièrement attaquée par la mairie de droite. Sauf que maintenant que le gouvernement Meloni l'attaque de façon encore plus sauvage, le maire de droite se met à protéger comme il peut. Et donc il va y avoir des renversements. Là, on m'a parlé la semaine dernière d'une initiative de sécurité sociale de l'alimentation qui fonctionne en Ariège. C'est la seule région de France où ça réussit à se mettre en place parce que la préfecture, au moins, ne lui met pas des bâtons dans les roues. Sans l'aider vraiment, au moins, ne s'y oppose pas. La communauté de communes les laisse relativement faire. Donc, dans ces structures de pouvoir intermédiaire, on doit réussir à tisser des alliances, idéalement pour être protégé, alors idéalement pour être aidé et soutenu, protégé ou au moins ne pas être entravé, quoi. C'est ce que fait d'ailleurs la sécurité sociale alimentaire. Il y a une expérience qui est menée aussi à Bordeaux. Et en effet, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas un appui de ce qu'on appelle les autorités locales. Mais effectivement, ça ne se passe pas au plafond, ça se passe entre le sol et le plafond des étages démocratiques. Ce qui est intéressant aussi dans ce que dit, qui est important, et ça fait partie d'ailleurs de la culture écolo. La culture écolo, elle est fondée sur l'autonomie. L'autonomie, et il faut lui associer aussitôt, pour ne pas laisser croire que la conception que nous avons de l'autonomie de la personne, c'est le repli sur soi, c'est que nous sommes des défenseurs acharnés du cosmopolitisme. Et si vous n'associez pas la question de l'autonomie à celle du cosmopolitisme, à ce moment-là, vous prenez une forme de repli sur soi qui est ce que le Rassemblement national appelle par exemple l'écologie du bon sens. Vous avez vu que le bon sens, maintenant, est utilisé à tort et à travers. Même M. Trump nous dit qu'il a fait la révolution du bon sens, et nous avons un président de la République qui parle de la nation du bon sens, et la FNSEA qui parle évidemment du bon sens pour réintroduire les néonicotinoïdes et autres poisons de ce genre. Oui, les alliances, c'est ce qu'il y a de plus important. Et effectivement, les initiatives de ZAD, par exemple, elles ne sont pas condamnées à rester dans l'entre-soi et à être considérées par l'ensemble de la population et des autorités locales comme quelque chose de subversif qu'il faut combattre. J'ai connu, Alessandro aussi, Notre-Dame-des-Landes comme un combat acharné et mené de manière avec un vrai projet, qui a été stigmatisé, qui a été combattu. Souvenons-vous de Valls qui a envoyé je ne sais plus combien de milliers de flics dans la fameuse opération César. Hein. César. Aujourd'hui, vous revenez, c'est ce que j'ai fait, Alessandro l'a fait aussi, je crois qu'il l'a fait avec Alain Damasio, ou avec... Il a juste post-facé la BD. Voilà, il a post-facé ta BD. Bon, il est revenu. Moi, j'y suis revenu avec Raphaël. Aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, ça n'a plus rien à voir avec une ZAD. D'abord, ils n'acceptent pas qu'on les appelle les zadistes, ils veulent qu'on les appelle les habitants du bocage. Mais quand vous regardez de près tout ce qu'ils font à travers leurs 10 villages, on va dire, mais ils sont complètement en prise avec le milieu local, avec les paysans, avec les... j'ai même rencontré, d'ailleurs, pendant le reportage, un paysan qui n'était pas du tout, qui regardait ces gars avec beaucoup d'étonnement, avec beaucoup de peur, qui trouvait même que leur principe démocratique, c'était chiant à la fin, parce qu'ils discutaient. Eh bien, il ne se passait pas un jour sans qu'ils reviennent, qu'ils leur apprennent à faire du fromage aux uns, qu'ils leur apprennent à faire du pain aux autres. Ces échanges ont particulièrement bien fonctionné. Et aujourd'hui, les enfants des familles du bocage, elles ont permis la réouverture d'une école ou le maintien d'une école. Elles sont branchées sur les luttes syndicales. Quand, par exemple, il y a eu des manifestations à Saint-Nazaire, les habitants du bocage et de la ZAD, qui s'appelait la ZAD à l'époque, étaient présents. Et ils font ce qu'on appelle régulièrement un marché non marchand, où ils vendent leurs produits, puisqu'ils font beaucoup d'agriculture et d'agroécologie. Et le marché non marchand, c'est... vous payez selon votre pouvoir d'achat, enfin, votre revenu. La ZAD, juste... Si vous voulez qu'on laisse là un peu de parole à la salle, il que ça fonctionne. Il va falloir que je donne le micro à la salle, parce que là, on arrive au terme de notre... Pour rajouter une courroie causale par laquelle des territoires, comme ce qu'Aime Moussam va d'appeler encore ça la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, impactent ce qui se passe du côté de l'État. La ZAD a permis la naissance, a servi de berceau au soulèvement de la terre, c'est-à-dire que c'est aussi des bases arrières qui permettent de composer des actions offensives. Notamment contre les méga-bassines. Les soulèvements de la terre, c'est contre les méga-bassines. Le soulèvement de la terre, c'est les écoterroristes.
Les terroristes verts. Quand même obscène d'appeler des écolos et terroristes quand on sait que ce pays a été saigné par le terrorisme en 2015. Nous comparer à des terroristes, c'est plus qu'un abus de langage. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Je préviens que nous n'avons pas énormément de temps. Avez-vous envie de poser des questions? Oui, monsieur. En fait, j'en ai deux. J'aimerais connaître la taille de t-shirt de monsieur Pignocchi. Votre taille de t-shirt. Parce que je voudrais faire des t-shirts avec justement la BD que vous avez citée, qui est dans le bouquin. Je l'ai trouvé extraordinaire. Les deux mésanges qui parlent, là, qui disent ils croient vraiment à ces conneries. Ça, j'ai envie de m'en faire des t-shirts et je voudrais pouvoir vous en envoyer un. C'est la première chose. Et deuxième chose, j'ai discuté avec la future candidate écolo de ma ville. J'habite Saint-Ouen, à Paris, une ville particulièrement bucolique. Et elle me disait, nous, notre problème, c'est que nous sommes plutôt des gens relativement, on va dire, radicaux, mais notre électorat est très centriste. En gros, si le parti écologiste, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, les écologistes maintenant, écologistes, disent largement notre position, c'est ce que vous venez de nous dire, la plupart des gens qui votent pour eux vont déserter, en gros. En tout cas, c'est la crainte qu'elle avait l'air d'exprimer. Je ne suis pas d'accord. Très bien, ça m'intéresse. Quand je présentais le journal de 13h à Antenne 2, j'avais un rédacteur en chef qui disait « On ne parle pas de ce qui ne rentre pas dans le béret ». Et moi, je n'étais pas d'accord, parce que je disais « C'est à nous, journalistes, comme à nous, politiques », enfin, je le suis devenu, mais c'est la même chose, c'est à nous de faire entrer dans le béret. On dit le béret. Que les gens ne voient pas. Et donc, ça demande un travail d'explicitation de la complexité du monde. Or, nous sommes dans un monde qui est frappé par trois poisons, que sont la dictature de l'instant, la tyrannie de l'émotion et la simplification. CF, les télés d'information en continu et les réseaux sociaux. Et quand vous faites croire aux gens que le monde est binaire et que quand on vous êtes sollicité pour participer à un débat, entre guillemets, à la télé ou à la radio, où on vous dit vous êtes dans quel camp, vous êtes pour ou vous êtes contre? Non, le monde, c'est pas pour ou contre, c'est autre chose. Il y a de l'espace entre le pour et le contre. Il y a l'espace de l'explicitation. Et donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je n'ai jamais fréquenté les réseaux sociaux ou Twitter. Combien de femmes et d'hommes politiques s'imaginent qu'ils ont résolu les problèmes, ils ont répondu avec des... Combien? C'est 140 signes ou 140 mots, je crois? Enfin, tu n'y vas pas non plus. Oui. On peut pas expliquer la difficulté, on ne peut pas expliquer ce que nous vivons. Nous revenons aux attachements et à tout ce qui constitue notre vie quotidienne en se contentant de ces outils techniques qui vous permettent d'éviter d'aborder les problèmes ou alors en faisant comme le font certains politiques, en ramenant la question politique à la question identitaire. Non, c'est une manière d'évitement, c'est de la lâcheté. Et je pense que les écologistes, ils ne peuvent pas tenir un autre discours qu'un discours radical sur ce que nous vivons. Ce qui est punitif, ce n'est pas le projet écolo, c'est le statu quo, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Demandez-le à ceux qui sont victimes de diabète et d'obésité à cause de la malbouffe. Demandez-le à ceux qui sont victimes des pesticides. Demandez-le à ceux qui ne peuvent pas finir le mois quand ils ont 20 € devant eux dans les 15 derniers jours. Tout cela, ce sont les premières victimes de la crise écolo. Et donc, si on n'adosse pas la crise écolo à la question sociale, alors oui, on manque notre projet. Sandro. Peut-être une mini-nuance par rapport à ce que tu viens de dire, parce que de fait, on doit faire avec les affects qui sont là. Et la situation, si la situation est celle que vous décrivez, on doit bien faire avec. Et du coup, dans la gauche radicale, il y a sans doute une petite inflexion à trouver pour avoir une stratégie de fait, se rapporter au jeu électoral et tenir compte de la situation telle qu'elle est. Parce que là, dans la perspective que je propose et qu'on est nombreux à proposer, que portent par exemple les soulèvements de la Terre, disons un niveau de répression un tout petit peu moindre, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est-à-dire que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, a tenu sous un ministère Valls, elle aurait peut-être pas tenu, sans doute pas tenu, sous un ministère Retailleau qui aurait été prêt à tuer qui aurait assumé des morts, par exemple. Donc un petit décalage dans, en fait, ce qu'on attend maintenant du gouvernement dans cette perspective-là, c'est qu'il ne nous réprime pas avec trop d'enthousiasme, quoi. Donc il y a vraiment une logique
du moins pire. On peut aussi se référer à l'histoire en se rappelant que le Front populaire a été élu sur un programme extrêmement modéré, que s'il y avait eu les congés payés, les 40 heures et les conventions collectives dans le programme, il n'aurait sans doute pas été élu. Mais son élection a créé les possibilités de mouvements sociaux qui ont contraint le gouvernement à prendre des décisions qu'il n'aurait pas prises. Mais grâce aux grèves aussi, grâce aux ça a libéré une énergie sociale qui n'aurait pas été libérée autrement. Et dernier petit point stratégique, c'est une des raisons pour lesquelles on fait grand cas des initiatives type sécurité sociale de l'alimentation et tout ce qui se rapporte à la nourriture, c'est que la puissance politique de ces projets peut avancer cachée. C'est un peu des chevaux de Troie politiques. C'est-à-dire qu'on peut mettre en avant une alimentation pour tous et une bonne rémunération pour les agriculteurs locaux, c'est dur de s'y opposer, même pour des maires relativement centristes ou des régions. Et ensuite, le principe des cotisations et du conventionnement, c'est-à-dire des assemblées populaires qui décident quels produits agricoles, quels produits alimentaires seront concernés par l'argent reversé sous forme de monnaie marquée par le dispositif sécurité sociale de l'alimentation. Ça a une puissance politique gigantesque, mais qui peut tout à fait avancer de façon un peu souterraine et être très acceptable, y compris pour des individus et des structures de pouvoir qui n'auront pas vu venir. Et c'est exactement ce qui se passe là, l'exemple de l'Ariège, c'est-à-dire c'est soutenu, y compris par des mairies de droite qui voient juste une façon de parler aux agriculteurs et qui ne soupçonnent pas du tout ce qui est en train de leur arriver dessus en termes de dispositifs de puissance collective. Et d'ailleurs, j'ajoute à ce que disait Alessandro sur l'exemple du maire de Turin. Alors, quand je parle, c'est la pensée écolo qui doit faire preuve d'une certaine radicalité par rapport à ce que nous vivons. Mais évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on va tout casser demain matin. Il faut chercher des alliances. Et il n'y a aucune raison. Je trouve que, par exemple, ce que fait le maire de Turin par rapport à un pouvoir qui n'hésiterait pas à effectivement aller à la hache pour arrêter le mouvement, il ne faut pas que les écolos aient les yeux fermés en se disant qu'il n'y a que les écolos qui peuvent apporter les réponses. Il faut qu'ils trouvent aussi des alliances. De toute façon, on ne s'en sortira comme ça que de cette manière. Et pour reprendre ce que dit Alessandro sur l'exemple ou l'exemplarité qui permet aux gens de vivre moins mal ou de vivre mieux et qui s'aperçoivent que finalement, ça améliore leurs conditions et qu'ils ont une charge mentale moins lourde, qu'ils retrouvent l'estime d'eux-mêmes, en fait. Parce que c'est ça la question, de l'estime et du respect. Mais regardez, beaucoup de municipalités écolos aujourd'hui, ceux qui ont gagné les grandes villes, ils sont en train de démontrer qu'ils n'ont pas mis en place des politiques municipales qui sont sectaires et qui... des soviets, a priori, qui ont été... Voilà, c'est pas des soviets. Et ils sont en train de montrer que les initiatives qu'ils prennent, elles sont ils ont les mains dans la pâte. C'est eux qui contribuent à faire changer notre regard sur nos modes de vie. Ça, c'est vachement bien. Merci beaucoup, Noël Mamère. Vous pourrez discuter avec eux après. Là, je suis désolé, on est très en retard. Je dois laisser la place au prochain. Merci, Noël Mamère. Merci, Alessandro.